Tanguy, merci d'accorder cette interview pour nous, pour la maison d'édition Iletişim. C'est votre deuxième ouvrage qui a été traduit en turc par notre maison d'édition. Le premier, nous l'avons publié il y a quelques années, le Code 353 du Code pénal. Et cet ouvrage a eu le prix, en France, beaucoup de prix, mais en Turquie aussi a eu le prix du roman étranger de Notre-Dame de Sion. Et le second, donc, vient d'être publié en turc, La fille qu'on appelle. Cet ouvrage, évidemment, a beaucoup de similitudes avec le premier, non pas en termes de personnages, non pas en termes d'événements, mais en termes de mise en scène de rapports de force, en fait. J'ai l'impression. Votre récit est nourri de sujets actuels, celui-ci encore plus actuel peut-être que l'autre, euh, de magouilles politiques, de problèmes d'emprise, et puis aussi un peu du pouvoir de l'absence morale, en fait. Dans la plupart du temps, il y a une question d'interrogation sur l'absence de la morale. Et, mais il est toujours question donc euh, d'une interrogation d'un juge dans le premier, l'interrogation des policiers dans ce second. Comment on peut qualifier vos romans? J'ai vu quelque part que vos romans parfois sont qualifiés de romans noirs. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas tout à fait un roman noir classique non plus. Comment vous Oui. qualifierez vos romans? Et quel est votre regard sur la société à travers ces Ouais. romans? Bon, c'est vrai que je me pose pas la question du genre avant d'écrire. Bon, après, il se trouve que notamment dans ces deux livres en particulier, la question sociale, la question d'une certaine forme d'indignation ou de colère à l'égard de situations, disons, oui, sociales ou sociétales, bon, a quand même ont été très importants comme des moteurs pour Oui, construire l'intrigue. Et au fond, c'est vrai que ce genre d'intrigue nous met assez vite dans des espaces. Alors, pour d'autres, vous parlez de romans noirs, quelquefois on parle de romans policiers, mais au fond, encore une fois, c'est pas trop la question que je me pose. Moi, je cherche plutôt à rester à l'échelle des individus. Donc, j'ai presque envie de dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des romans psychologiques. C'est-à-dire tout à fait. de Hmm. me demander comment des individus, bien sûr souvent les plus faibles, se retrouvent dans des sortes de toiles d'araignée, d'aliénation, comment ils subissent le monde qui les entoure. Et au fond, ces aliénations peuvent être assez diverses. Elles peuvent venir de loin, elles peuvent venir de l'enfance, elles peuvent être familiales, Oui. elles peuvent venir aussi des déterminations sociales. Et donc, évidemment, du fait qu'on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et ensuite, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des forces dominantes, là aussi, elles peuvent être à la fois, elles peuvent relever de la psychologie individuelle, c'est-à-dire des personnages qui ont un plaisir de la manipulation, un plaisir soit par cupidité, soit par concupiscence. Dans la fille qu'on appelle, c'est plutôt ça. Il s'agit d'un rapport de désir qui vient s'asseoir de la part de l'homme politique sur finalement une maîtrise de l'ensemble des codes de la société, et au fond une position dominante qui s'appuie sur les institutions aussi. Je C'est-à-dire que suis appuyé sur les institutions, oui. voilà, c'est comme si finalement toute la société se construisait. C'est en ce sens que à la fois je parle de romans psychologiques, mais on pourrait parler aussi de romans sociologiques, c'est-à-dire qu'au fond, c'est Absolument. comment un individu, en l'occurrence une jeune femme, se retrouve doublement prise, puisqu'elle est à la fois mal armée parce qu'elle est mal construite, si je puis dire, comme jeune femme. Elle n'est pas solide, elle est fragile, elle a été malmenée dans son enfance ou dans sa jeunesse. Et en même temps, comment les structures sociales qui nous constituent viennent appuyer là où ça fait mal, si on peut dire. Tout à Alors, fait. c'est cet endroit-là c'est dans cette toile-là que la narration s'installe, où moi j'épouse le plus possible le point de vue de la victime, appelons-la comme ça, et j'essaye de comprendre les mécanismes par lesquels elle se retrouve et comment elle-même peut avoir à la fois une lucidité sur la situation
Et en même temps, évidemment, c'est pas parce qu'on est lucide, malheureusement, qu'on est capable Exactement. de faire de ses propres fragilités. Et c'est sans doute pour ça que j'ai aussi besoin d'un dispositif. Vous évoquiez le fait que dans les deux livres en question, c'est-à-dire à la fois dans l'article 353 du Code pénal et dans la fille qu'on appelle, j'ai utilisé un dispositif de parole. L'un où l'homme se confie à un juge d'instruction et dans la fille qu'on appelle, la jeune femme vient déposer plainte et donc tout le récit va se constituer à partir de ce qu'elle peut dire au policier, de sorte qu'on va en quelque sorte vivre toute son histoire en flashback, parce que ce sont des endroits où on peut essayer peut-être de s'expliquer à soi-même son propre parcours, ses propres erreurs, et aussi, bien sûr, ce sont des dispositifs d'accusation qui permettent aussi de mieux comprendre ou de mieux mettre le doigt sur les mécanismes, les engrenages même de la manipulation ou de l'aliénation. Voilà. Mm. Comme ça que je Et vois. dans le premier roman, justement, dans le roman, le code 353 du Code pénal, vous racontez directement depuis le narrateur. C'est Oui, le narrateur qui parle tout au long du roman. Alors que ici, cette fois-ci, vous tenez le caméra, en fait, sur absolument. l'interrogatoire. Oui, Plutôt, la oui, déposition, c'est pas un oui, interrogatoire, la déposition. oui. Oui, Euh, vous avez raison, j'ai pas utilisé cette fois la première personne et ouais, je pense que le personnage principal, donc Laura, cette jeune fille, pour moi, alors je me suis posé la question pourquoi j'arrivais pas à parler à sa place, c'est-à-dire à lui prêter la première personne pour raconter son histoire. Je me suis expliqué ça de deux manières, avec un peu de recul. C'est que d'une part, c'est une jeune femme de 20 ans et moi, je suis un homme de 50 ans. Et que peut-être je ne me suis pas senti la légitimité ou l'évidence de prendre le masque de ce personnage pour parler à sa ouais, place, en quelque sorte. Et ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, comment dire, il me semble que sa situation psychologique ne lui permet pas de constituer un récit à elle toute seule. C'est-à-dire que ouais, l'endroit d'où elle parle, c'est-à-dire venir déposer plainte à un commissariat, juste après un traumatisme, en l'occurrence des violences sexuelles répétées, euh, ça me semble être un endroit où on n'a pas les moyens de produire un récit. Donc, ouais. elle a les bribes d'un récit, elle peut essayer de s'en sortir, mais je crois qu'elle avait besoin de l'assistance d'un narrateur extérieur qui, lui, peut essayer d'expliciter, d'éclairer, d'élucider toutes les raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans une situation comme ça. Et aussi parce que en ayant un narrateur, comme vous dites, un peu qui tient la caméra, un narrateur un peu omniscient, comme on dit aussi, bah, j'avais les moyens de fouiller, de creuser, grâce au langage aussi, dans sa psychologie. En fait, il me fallait des moyens littéraires pour Ouais. essayer de déployer, de développer cette chose qui pour moi reste un peu une énigme. C'est-à-dire, vous avez évoqué le mot emprise tout à l'heure. C'est vrai que c'est un livre sur cette question-là, question, comme vous dites, aussi très actuelle. Moi, mon problème, c'était presque un problème personnel de dire, mais comment ça se fait que des jeunes femmes ne disent pas non? Comment ça se fait qu'elles se retrouvent dans cette situation-là? Et j'avais vraiment besoin de moyens littéraires pour ça, c'est-à-dire de creuser dans les détails, d'avoir des analyses psychologiques assez précises, d'utiliser aussi un vocabulaire, une syntaxe, une atmosphère, pour créer une atmosphère. Et là encore, tout ça, je crois que cette densité qu'il fallait créer du point de vue du récit, c'est pas cette jeune femme qui pouvait le dire elle-même. Ouais, Elle n'a pas encore les moyens de ça, si je puis dire. ouais, c'est vrai. Elle est au moment de sa libération, puisqu'elle fait ce geste fort déjà d'aller déposer plainte, mais elle n'est pas encore à l'endroit de la lucidité ou du recul. Ça aurait peut-être été possible si je l'avais fait parler, par exemple, 10 ans plus tard. Vous voyez? Mhm. Si j'avais dit bonjour, je m'appelle Laura, et voilà ce qui m'est arrivé il y a 10 ans. Et cette femme-là, peut-être elle pourrait tenir le récit. Mais comme j'ai choisi de la mettre en direct au moment même où elle vient d'être traumatisée, voilà, j'avais besoin de ce narrateur extérieur. C'est ça peut-être la grande En différence. même temps, ça vous permet aussi de creuser un peu les mécanismes de défense de celui qui abuse de son pouvoir. Tout Parce à que fait. à un moment donné, il commence à réfléchir sur son acte, etc. Et ça m'a
et vous analysez sa défense personnelle, dans sa réflexion personnelle, ce maire de la ville de province, il dit, cela ne m'est pas arrivé par ma volonté. Il Hum, essaie de se justifier par hum, ça, hum. par ces termes-là. Et j'ai trouvé intéressant que Laura aussi, de l'autre côté, elle dit à peu près la même chose. Cela Oui, ne m'est pas arrivé ouais, par ma volonté. ouais. C'est comme si finalement, même le puissant avait pas de prise sur son propre destin. Bon, moi je pense que c'est l'idée au fond que la raison ou les décisions qu'on peut prendre ne sont pas grand-chose dans l'ensemble des actes qu'on produit. Ça n'excuse pas les gens, mais ça veut Non, dire que peut-être un peu comme au fond, comme ça, comme on peut le voir, le lire dans les tragédies grecques ou dans la tragédie classique en général, c'est la façon dont les êtres sont traversés par des pulsions, par des désirs qui sont plus grands qu'eux. Et encore une fois, c'est pas la question d'excuser, mais la littérature peut s'intéresser à cette façon dont on est manipulé, nous, quel que soit le côté duquel on est, par des forces qui nous dépassent. Et ça, c'est vrai qu'un narrateur extérieur, ça pouvait aussi permettre ça, de ouais, creuser ces endroits-là. De toute façon, de manière générale, d'avoir ce narrateur, ça me permettait aussi d'avoir une pluralité de points de vue. Vous parliez de tout à fait. caméra, et c'était aussi une manière de poser la caméra à différents endroits, puisqu'il y a bien sûr le personnage de Laura, bien sûr le personnage du maire, mais il y a Et le aussi père, le personnage du père de et Laura, et le propriétaire du casino, qui est et le aussi un propriétaire du personnage, casino, et les qui deux sont puissants, en fait, tout à de fait. l'autre côté. Voilà, comme s'il Mm. y avait, comme si c'était une conjonction de facteurs et de figures qui créent aussi une situation encore plus aliénante, si je puis dire, puisque Ouais, pour moi, une des choses importantes du livre, c'était la figure du père de Laura, dans la mesure où il est le chauffeur du maire et où c'est en croyant aider sa fille, en la faisant se rapprocher du maire, que finalement il la jette, malgré lui, tout sans le à fait. savoir, dans un piège dont il aura du mal à se remettre, puisque lui-même, évidemment, doit vivre sa culpabilité de père, de mauvais père. Alors ça, c'était pour moi aussi une figure enfin, qui m'obligeait de toute façon à ne pas tenir un récit à la première personne, mais plutôt... Et, et dans, et dans l'interrogatoire, il y a deux moments critiques, deux questions critiques des policiers, et vous avez imaginé deux réponses de Laura qui m'ont interpellé. La première, le policier ou la policière, je ne m'en rappelle pas, demande, mais pourquoi vous n'avez pas résisté? La question, hein. Pourquoi vous n'avez pas résisté à cette sollicitation? En fait, c'est pas un viol physique, c'est une sollicitation. tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas résisté? Et elle dit, parce que je n'étais plus là. Hmm, Ça m'a vraiment hmm, intrigué comme ouais, réponse parce que c'est profond hmm, comme analyse hmm, psychologique ouais, de la personne. hmm, Et puis après, une fois que les faits sont passés, il dit, le policier, je crois, ou la policière, vous n'avez-vous pas pensé à porter plainte juste après cette scène, c'est-à-dire la première scène? Elle dit, et là, ça m'a vraiment interpellé aussi, vous lui faites dire à Laura, si, j'ai pensé, mais j'ai plutôt porté plainte contre moi-même. hmm, oui. Ces deux réponses m'a intrigué. Oui. Mais ce sont alors, j'ai pas fait une enquête sur l'ensemble des femmes qui ont subi ce type de violence pour voir comment elles réagissaient. Je l'ai fait vraiment très, je dirais, de l'intérieur, de manière très organique, tel qu'on peut quelquefois quand on écrit, essayer de vivre, de traverser une expérience qu'on n'a pas vécue. Et mais j'ai été conforté ces intuitions, parce que c'était des intuitions en écrivant ça, de me dire qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui se passe là, c'est dans cette situation-là? Voilà. Donc, c'est l'absence à soi-même et, et le fait de finalement devenir enfin, retourner la plainte contre soi-même. C'est un peu Oui, les deux. Et en fait, j'ai été surpris parce que après, avec la réception du livre en France, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui m'ont dit des choses vraiment sur ces questions-là. Et ça revient à chaque fois. C'est-à-dire que, de sorte que je pourrais pas vraiment vous l'expliquer, mais ou peut-être il faudrait être psychologue vraiment pour pouvoir expliquer ça d'un point de vue psychiatrique, je sais pas. Mais c'est cette manière qu'on peut avoir de subir et de se détester ayant subi, ou d'être simplement aussi dans ce mot qui est revenu souvent dans la bouche des témoignages de ces femmes, c'est la sidération. C'est-à-dire, oui, au fond, ce que j'appelle moi l'absence à soi-même, au fond, c'est-à-dire le moment où vous vous dérobez à vous-même sous le choc de ce qui vous arrive
et vous n'avez plus aucune prise sur votre C'est propre vie. ça, Vous ne pouvez plus consister. Donc la question est même plus de poser pour vous un jugement moral, ni plus de vous défendre, ni rien, mais simplement de vous décomposer, de vous défaire. Et c'est aussi cette défection à soi-même qui finit par provoquer une culpabilité inversée, puisqu'au fond, vous devenez votre coupable de votre propre décomposition, en fait. tout à fait, Il tout à semblerait que ce fait, soit des mécanismes qui se reproduisent presque toujours dans ces situations-là. Et c'est aussi pour ça que, là, il faudrait entrer dans la question presque politique, mais c'est pour ça que quelquefois le débat est très tendu et c'est pour ça que ça crée une sorte de violence inversée. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui en Turquie, mais je sais qu'en France, quelquefois, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de position de, 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 de hargne de la part des victimes, hein, actuellement en France, autour de MeToo, etc. Mais elle est inversement proportionnelle, enfin plutôt non, elle est proportionnelle à à cette panique qui s'est emparée de tant de gens, à ce silence et à cette manière dont les gens, les femmes en particulier, se sont retrouvées à, à souffrir de leur propre, enfin comme si elles étaient fautives en fait. tout Donc à fait. Ouais. voilà, c'est Et tout là, ça. donc, il y a un abus de pouvoir, en fait. C'est viol peut-être difficile à définir, mais il y a un Oui, abus de pouvoir. Mais l'abus de pouvoir, en fait, n'est pas, est un peu une situation qui est dans l'ordre des choses, si j'ai bien compris, même dans la tête de Laura, d'une tout à certaine fait, manière. tout à fait. Oui, Et vous avez appelé vous avez appelé le roman, vous avez traduit directement en français du Call Girl, finalement, mais en français, on n'utilise pas ce titre-là, la fille qu'on appelle. non, Du coup, pas ça du tout. interpelle plus. En turc, nous avons utilisé directement l'utilisation du terme, le terme call girl, c'est-à-dire télé-kız. C'est vraiment le mot à mot et c'est le mot utilisé. Mais en fait, elle n'est pas call girl. Mais elle se Non. définit comme elle se vit comme une call girl en même temps. C'est elle Oui, qui, je crois, à un moment donné, se définit comme la fille qu'on appelle. tout à fait. En fait, elle ironise sur C'est son ça. propre statut. C'est peut-être un des seuls traits d'humour du livre, si on peut dire. Mais c'était important pour moi que ça devienne le titre, du fait même que c'est elle qui ironise sur sa situation. Exactement. Et, après, c'est toute l'ambiguïté de ce personnage. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de lucidité sur elle-même, mais en même temps, elle n'en tire pas les conséquences. Oui, ça, bon, on va pas terminer le roman, on va laisser au lecteur la fin qui est aussi une fin qui a investi aussi le père d'une certaine manière, directement. Oui, Avant de terminer, j'ai vu donc, j'ai regardé sur Arte, il a été tiré un téléfilm tout à fait. de ce roman. En regardant, en lisant, non, mais en regardant le téléfilm, j'ai eu à un moment donné des inspirations de Chabrol dans le film. Oui. Peut-être qu'on voit qu'on sent mieux dans le téléfilm que dans le livre, mais quand même, c'est un réalisateur très important pour moi parce que Oui, il fait pour moi une synthèse entre. D'abord, il s'intéresse au rapport de classe, au c'est rapport de force, ça. et justement toujours en mêlant la psychologie des individus et la société. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse. Et puis aussi parce qu'il a cette généalogie très française qui vient de Balzac ou de Simenon, Oui, et avec des moyens quelquefois assez américains. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui est très influencé par Hitchcock. Et oui. la synthèse entre Balzac et Hitchcock me correspond, enfin j'aime beaucoup ce double mouvement qui, qui enlève un peu le naturalisme trop français quelquefois, en lui donnant une dimension un peu plus mythique. Euh, et en effet, peut-être le cinéma le présente mieux, mais pour moi c'est important, bien sûr dans mes livres, les films de Chabrol. Mm. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps pour nous. Donc, on va Merci à vous, continuer merci. à lire attentivement vos ouvrages, les futurs ouvrages, j'espère en turc aussi. Et bonne continuation. Bonjour à Istanbul et à Ilatissime. Merci beaucoup. Au Merci, merci beaucoup. Au revoir. revoir.